retour sur le plateau parisien, nous le disions en introduction, il faut que la relance soit responsable. Gouvernance, l'Afrique est-elle devenue plus responsable? En Afrique, la question de la gouvernance est bien sûr pointée du doigt dans des secteurs ayant un impact direct sur le climat des affaires. Aujourd'hui, face au contexte inédit de la crise, comment les gouvernements et le secteur privé africain peuvent-ils promouvoir les bons principes de gouvernance pour préserver l'environnement des affaires? L'Afrique doit-elle chercher des solutions elle-même pour relever ce défi? Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Sophie Selmla. Vous êtes avocate au barreau de Paris et de New York, ainsi que donc associée chez GIDE. Vous êtes également vice-présidente de l'IBA. Bonjour. Alors, je suis vice-présidente du comité anticorruption de l'IBA. Ah d'accord, très bien. Voilà. Vous allez pouvoir nous en parler tout de suite. D'accord, non, vice-présidente, j'ai dit. Et puis j'accueille également donc en direct de Casablanca Ghislaine Nourlil, qui va nous rejoindre immédiatement. Nous allons donc commencer avec vous, Sophie, donc je le disais. Parlez-nous déjà justement de l'IBA, peut-être pour bien repréciser votre titre. L'IBA, c'est l'International Bar Association, au sein duquel il y a un comité qui est très actif, qui est le comité de lutte contre la corruption. Et on se réunit entre praticiens de tous les pays du monde et beaucoup de confrères africains pour débattre de ces questions et voir comment on peut faire progresser la lutte contre la corruption dans le monde, notamment en coopération avec l'OCDE et l'ONU. On a participé au projet Une glace de l'ONU qui promeut la lutte contre la corruption dans tous les pays du monde. Très bien, parfait. Merci pour cette précision. Alors justement, quels sont les principaux conseils que vous prodiguez à vos clients en Afrique lorsque vous les accompagnez sur la question donc, de la conformité aux législations locales? Alors, la corruption en Afrique est un sujet qui est similaire à celui qu'on a en Europe, en Asie, en Amérique. C'est des sujets qui maintenant sont pris en compte de plus en plus fréquemment parce qu'on a des lois tant en Europe mais également en Afrique qui sont contraignantes. Et c'est des sujets qu'on prend en compte. Donc on met en place des dispositifs de lutte contre la corruption, c'est-à-dire de la compliance. On impose notamment à nos partenaires de faire des processus de lutte contre la corruption avec la mise en place de programmes de conformité, la vérification de tiers, de ne pas contracter avec des gens qui ont déjà été condamnés, de faire des formations et de s'assurer qu'il y ait des dispositifs justement de prévention pour repérer s'il y avait un problème. Parce que maintenant, c'est vrai qu'en Afrique comme ailleurs, la corruption est quelque chose qui coûte cher. En Afrique, la BAD a évalué le coût de la corruption à 148 milliards. Ça m'a un peu frappé. C'est un chiffre impressionnant, oui, bien sûr. 148 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose qui coûte cher tant aux acteurs privés qu'aux acteurs publics. Et c'est quelque chose qui évolue, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas des affaires comme il y a 10 ans, et c'est maintenant, et en France, je veux dire, ça vaut pour l'Afrique. Bien sûr, c'est vrai que le classement de l'Afrique, de certains pays d'Afrique, parce qu'on en reviendra. On y reviendra, mais on ne peut pas parler de l'Afrique en général. C'est complètement aberrant, c'est comme si on parlait de l'Europe ou des Amériques en général, ça n'a pas de sens, chaque pays a sa propre contrainte, et il faut s'adapter à les situations sont différentes. Mais quoi qu'il en soit, c'est des critères qu'on prend de plus en plus en compte, ça et les critères environnementaux, mais comme on l'entend toute la journée d'ailleurs, même dans le plan de relance européen, donc c'est vraiment des choses qui n'ont rien d'original, mais qui sont, parce que c'est le business aujourd'hui, pris en compte comme ça, et il y a aussi l'aspect climatique. Donc c'est un sujet justement dont on va revenir avec donc Ghislaine Nourlil, je crois, qui nous a rejoint. Bonjour Ghislaine, bienvenue. Oui, bonjour Delphine, bonjour Sophie. Bonjour. Donc Sophie, pour reprendre notre conversation, et donc parler maintenant finalement, vous me le disiez quand on a préparé l'émission, le plus important en fait ça passe par le secteur privé. C'est le secteur privé en fait qui corrompt d'une certaine manière. Donc les règles qui sont appliquées au secteur privé, au niveau même mondial, et donc appliquées à l'Afrique, ont une importance cruciale. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, ce qui vaut pour l'Afrique vaut pour d'autres pays, parce qu'en France, ce n'est pas un secret qu'on était les vilains petits canards de la lutte contre la corruption, et beaucoup d'entreprises françaises ont été sanctionnées aux États-Unis. Oui. Alors, c'est une arme économique, il ne faut pas se faire non plus d'illusions, ce n'est pas complètement un hasard. D'ailleurs, j'ai participé à un débat avec la Tribune récemment sur le sujet. Au Paris Air Forum, voilà, tout à fait. Mais c'est bon, ce n'est pas le point, mais ça fait quand même progresser les choses, parce que justement, les acteurs privés sont de plus en plus l'objet de sanctions.
dans leur état d'origine, donc ce qui est plus simple parce que c'est sûr que ils sont plus facilement, ils sont plus sensibilisés aux risques locaux qu'aux risques en Afrique. Enfin, si une société française est plus sensible à l'idée d'avoir le gendarme français ou américain que le gendarme africain, parce qu'elle y est moins implantée, et ce qui est normal. Et c'est comme ça que ça peut faire progresser les choses, parce qu'il y a il ne faut pas oublier que dans la corruption, il y a deux sujets, il y a le corrupteur et le corrompu. Et le corrupteur, c'est souvent un acteur privé. Donc il faut qu'il y ait une sanction à ce niveau-là. Alors on voit que les choses progressent, il y a de plus en plus de sanctions de la corruption, on voit le montant Airbus 5 milliards, c'est des montants très importants et qui ont un vrai enjeu économique, donc c'est pris en compte par le secteur privé. Et c'est pour ça d'ailleurs que le secteur privé met en place ces règles de gouvernance, compliance, quand ils investissent à l'étranger et contraignent quelque peu en fait les corrompus à ne plus recevoir de pot de vin, parce que si vous avez une entreprise qui vous dit non, moi je suis désolé, je ne peux pas vous verser de pot de vin parce que j'ai des règles internes ou la législation l'interdit, parce qu'en Afrique, tous les États africains sont signataires de la convention de l'ONU sur la lutte contre la corruption. Donc il y a des législations qui existent qui ne sont pas toujours appliquées, comme ça n'a pas été le cas en France jusqu'à il y a quelques années. Donc chacun met son temps, mais ça existe. Donc le problème est là, en fait. Il faut que les législations soient appliquées. Ça passe par en général, on sanctionne d'abord le secteur privé avant de sanctionner le secteur public. Regardez, en France, maintenant, il y a des présidents de la République qui sont accusés de corruption. Donc ça met un certain temps à évoluer. Tout à fait. Et alors justement, vous parliez de la France dans le cadre, en comparant notamment à d'autres pays européens, aux États-Unis. Et en fait, en Afrique, la situation est la même. C'est-à-dire qu'on peut pas parler de l'Afrique en général. Il y a des pays qui sont qui ont plus ou moins une bonne gouvernance. Quels sont les pays dont vous pouvez nous parler, qui selon vous ont une bonne gouvernance et qui pourraient tirer le continent vers le haut? Alors, on voit qu'il y a une évolution. Il y a Transparency International qui publie chaque année un classement des pays. Alors, j'ai pris le petit classement 2020. Je l'ai pas. Alors, les pays les mieux classés, on voit qu'il y a des pays qui sont les plus mal classés au monde. C'est la Somalie, 180, dernier mondial, en fait, en termes de perception de la corruption. Alors, ça ne veut pas dire corruption. C'est l'indice de perception. C'est comment les gens évaluent la corruption. C'est des sondages. Donc, ce n'est pas fiable à 100%, mais enfin, ça donne une bonne idée. On voit que les Seychelles, en revanche, sont très bien classés. Ils sont 27e rang mondial, donc je crois même avant la France, en tout cas avant l'Espagne. Le Botswana, 34e place. Cap-Vert, 41e. Rwanda, 51e. Maurice, 56e. Donc il y a des pays bien classés en Afrique. Le Sénégal aussi est bien classé et progresse beaucoup. Donc on voit qu'il y a une évolution. Je ne cite pas tout le monde parce qu'il y a énormément de pays en Afrique, donc on pourrait passer la journée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays qui progressent et qui ont, parce que aussi, comme la France, pourquoi la France progresse un peu? Parce qu'on a mis en place des lois qui sont très contraignantes, parce qu'il y a eu des sanctions, l'affaire Airbus, ça dissuade. C'est comme les sanctions américaines. On a tous entendu parler de l'affaire BNP. Je peux vous dire qu'il n'y a plus une banque qui ne faisait, plus personne n'avait de compte en Iran après cette affaire. Ça a un effet dissuasif. Donc c'est toujours, malheureusement, la peur du gendarme fait quand même beaucoup progresser les choses. Et donc on voit qu'en Afrique, il y a des pays qui sont tout à fait, qui ont un bon niveau et qui sont moyennement, parce que tous les pays, à part quelques pays dans le monde, dont nous ne faisons pas partie en Europe, mais sont tous il y a toujours des risques de corruption partout, mais ils sont relativement faibles. Et donc on voit qu'il y a une progression qui est tout à fait possible, mais ça doit passer par deux choses: les acteurs privés, mais également la BAD, parce qu'il y a aussi les banques multilatérales de développement, et la Banque africaine de développement est très active dans ce secteur. Un rôle très important, bien sûr. Un rôle très important, parce que sanctionne. Quand il y a des problèmes dans des projets qui sont financés par la BAD, ils ont des pouvoirs d'investigation. Et quand ils découvrent des allégations de corruption, ils sanctionnent alors c'est essentiellement les acteurs privés. Ils sanctionnent les entreprises coupables et ils leur interdisent de participer à des financements mondiaux de Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement. Donc, ce qui prive pour certains acteurs de beaucoup de possibilités de faire du business. Donc ça a un effet très efficace. Et donc on voit bien qu'en fait c'est un phénomène mondial dans lequel on a une interconnexion entre d'un côté les grandes entreprises mondiales, bien évidemment les bailleurs de fonds, et puis les gouvernants. Avec la crise
La question que tout le monde se pose, c'est la question de la relance verte, d'une gouvernance en fait qui tiendrait compte finalement, qui serait une gouvernance climatique. Et là, je me tourne donc vers Ghislaine Nourlil. Vous êtes directrice Afrique et Middle East de Vigeo Eiris. Vous êtes donc basée à Casablanca. Vigeo Eiris, qui est donc une agence de notation qui, je crois, a été fondée au Maroc, en tout cas dont le bureau marocain a été lancé en 2004. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, merci Delphine pour cette invitation. Donc, comme vous l'avez cité, Vigeo Eiris est un organisme indépendant de recherche et services environnementaux, sociaux et de gouvernance, à destination bel et bien des investisseurs, des organisations privées, publiques, associatives. Nous sommes spécialisés dans le rating RSE, tout ce qui est Green and Social Bond et tout ce qui est évaluation de portefeuille investisseurs. Nous sommes présents dans plusieurs pays et au Maroc depuis 2004 avec bien évidemment 2 bureaux, l'un à Casablanca et l'autre sur Rabat. Nous avons également développé au Maroc en partenariat avec la Confédération générale des entreprises un label RSE, attribué aux entreprises ayant des performances RSE qui sont remarquables. Cela leur permet d'accéder à de nouveaux marchés à l'international, à améliorer leur notation extra-financière et attirer de plus en plus d'investisseurs. Donc c'est à la fois, pardon, je vous coupe 2 secondes, donc c'est à la fois pour finalement, là on parle des entreprises internationales, mais c'est aussi pour les entreprises internationales donc, qui doivent respecter les critères marocains, mais c'est aussi pour que les entreprises marocaines qui se développent à l'international aient également donc, des notes qui leur permettent de se développer. Justement, juste pour apporter une petite précision, la méthodologie de Vigeo Eiris, c'est une méthodologie internationale qui s'applique à toutes les entreprises partout dans le monde. Donc, on n'a pas une customisation par rapport au Maroc. Ce qu'on fait, c'est qu'on customise par rapport au secteur d'activité. Donc, juste pour dire que le classement qui est attribué, c'est un classement à l'échelle internationale qui permet de positionner ces entreprises-là à une échelle internationale. Donc, si nous prenons spécifiquement le cas du Maroc, le pays a fait des efforts soutenables en termes de lutte contre la corruption à travers la mise en place d'une stratégie nationale portée par Sa Majesté le Roi et par le chef du gouvernement. On l'a placée comme étant une priorité nationale. Donc, ce sont des orientations qui sont politiques, qui ont été traduites par la préparation des programmes nationaux de lutte contre la corruption, la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption et un certain nombre de réformes juridiques. Le Maroc souligne l'importance, bien évidemment, d'une telle approche comme étant une approche stratégique globale et intégrée, avec une planification impliquant l'ensemble des parties prenantes, comme qu'elle a soulevé Sophie, à savoir le secteur public, le secteur privé, la société civile et bien évidemment les médias, avec l'objectif justement de renforcer l'intégrité et de réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2025, à travers le sujet de la gouvernance, la prévention et la répression. Très bien. Et sur le sujet de la, gouvernance financière, on note généralement les entreprises cotées au niveau de la bourse de Casablanca sur une base qui est non volontaire, afin de mesurer leur implication vis-à-vis des 3 piliers de développement durable. Et ce que nous avons constaté d'une année à une autre, c'est qu'il y a quand même une amélioration des scores de la cote marocaine sur le sujet de la RSE, ainsi que des progrès sur le volet engagement sociétal, droits humains, ainsi que de gouvernance. Certes, ça reste quand même une amélioration qui reste un petit peu plus timide, mais cela représente un signal de prise de conscience internationale. Ce qu'on a aussi observé, c'est que le taux d'information publique a connu une nette progression suite à la circulaire de l'autorité de marché relative au reporting extra-financier et l'obligation de faire un reporting extra-financier pour les entreprises qui font appel public à l'épargne. La première banque centrale au monde est la Banque centrale marocaine, qui a obtenu la certification ISO 37001, qui est relative à l'efficacité du système de management anticorruption. Donc, ça, c'est vraiment un signal par rapport aux autres banques centrales africaines qui composent la zone d'influence. C'est un signal très intéressant. Je ne sais pas si vous m'entendez. La Banque centrale est engagée, impliquée dans plusieurs réseaux, et cela sert justement à donner l'exemple et inciter les autres régulateurs, les opérateurs privés à se conformer. Vous m'entendez? Dernier point, c'est que nous avons également remarqué l'implication des entreprises sur une base volontaire, ce qu'on appelle les best efforts, du fait de leur positionnement, du fait de la de gens, leur affiliation à des grands groupes internationaux et leur volonté de placer la gouvernance comme étant un objectif de durabilité. Alors justement, en matière de gouvernance, au niveau du continent, ce qui garantit l'implémentation de ces mesures dans d'autres pays en Afrique. Très bien. Vous m'entendez, Ghislaine ?
Oui, oui, je vous entends. Ah d'accord, ok, très bien, je voulais m'en assurer parce que malheureusement nous n'avons plus beaucoup de temps et je voudrais vous faire réagir sur la notion toutes les deux, sur en fait là l'objectif de cette interview croisée c'était de dire finalement on est dans un cadre de relance, c'est l'objectif, notre objectif c'est de faire mieux et de faire plus vite. La question de la relance et de la gouvernance va devenir, et notamment la question du climat, c'est-à-dire si on a une relance qui est responsable et une relance qui tient compte des impératifs climatiques compte tenu des crises qu'on est en train de vivre, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les instruments aujourd'hui que vous avez en matière de gouvernance climatique et surtout comment est-ce qu'on peut finalement vérifier clairement, concrètement si les promesses et les engagements sont bien tenus? Ben justement, la relance économique du continent en post-pandémie nécessite la mobilisation du secteur privé pour l'investissement dans des activités qui auront plus d'impact positif sur les objectifs de développement durable. Cette condition ne peut être vérifiée que par la notation extra-financière de risque de durabilité, donc, ce qui apportera de l'assurance aux investisseurs et renseignera sur le degré de durabilité et de résilience, d'efficacité opérationnelle des entreprises dans lesquelles ils investissent. L'Afrique elle a besoin de plus en plus de fonds pour améliorer les différents secteurs tels que la santé, l'éducation, l'énergie, l'agroalimentaire et bien d'autres qui ont été impactés par cette pandémie et même avant la pandémie. Et cela ne sera pas possible si un mouvement de capitaux n'est pas fait en sa faveur. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds insistent sur le couple profit, performance environnementale et sociale. Donc, il s'agit d'une condition, voire une exigence sine qua non pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris pour la réponse aux objectifs de développement durable. Et cela ne peut être fait que par la notation extra-financière et le reporting. Notamment, le reporting, on commence à voir qu'il y a un passage du soft law au hard law, justement par rapport à la TCFD. Je ne sais pas si l'audience connaît bien évidemment cet outil-là. Donc, c'est des reportings, c'est de la transparence vis-à-vis des investisseurs. C'est la mise en place des objectifs et des plans d'action climat en prenant en considération les risques et les impacts induits par les activités, mais aussi les opportunités qui peuvent vraiment émerger de cette thématique. Très bien, merci beaucoup Ghislaine. Une dernière question pour Sophie, pour que Sophie Selma, pour que vous puissiez rebondir sur cette notion de gouvernance climatique. Vous avez beaucoup parlé de la corruption et maintenant des améliorations au niveau mondial. Est-ce que vous pensez que maintenant qu'on va vraiment parler de la dimension climat, quel impact ça va avoir sur ces sujets-là ? Je pense que c'est des sujets qui sont étroitement liés parce que c'est une mouvance et je pense que c'est aussi la jeunesse. Enfin, on le voit dans la génération du 21e siècle et les jeunes générations sont très sensibles à ces questions-là. Et c'est ce que nous, on appelle l'impact, c'est-à-dire qu'on prend en compte d'une part tout ce qui est gouvernance, bonne éthique et en même temps tout ce qui est le vert, les bonnes démarches. Et c'est des choses qui vont de manière assez proche. Et on a en France une loi qui se cale sur ces deux systèmes, qui est la loi vigilance, la loi sur le devoir de vigilance, qui prévoit que les entreprises doivent justement identifier leurs risques climatiques, leurs risques en matière de droits humains et en matière éthique. Tout ça est un peu groupé. Moi, je pense que c'est des choses qui vont avancer ensemble. Et malheureusement, c'est vrai qu'on est obligé de mettre en place des lois coercitives parce que c'est le seul moyen, enfin, c'est comme ça qu'on fait progresser les choses. Mais je pense que la jeune génération est très sensible, notamment en matière d'écologie et même en matière d'éthique. On voit que les jeunes, et les jeunes Africains notamment, sont sensibles à ça. Donc je pense que ça va faire progresser les choses parce que les nouvelles générations n'ont pas envie de connaître les déboires qu'ont connus les anciennes générations et nos générations. Très bien, non, merci. Si je peux confirmer, Delphine, par rapport à l'intervention de Sophie, par rapport au devoir de vigilance, nous, on l'a constaté au Maroc, à travers les filiales des grands groupes étrangers. Donc, ils commencent à implémenter justement certaines pratiques qui sont liées à la gouvernance pour être compliant par rapport à ça. Eux aussi, ils commencent à implémenter ces mêmes mesures au niveau de leur filiale africaine. Et donc, c'est l'effet domino qui se régénère et qui se reproduit à chaque fois. Et ça ne va être qu'une approche win-win pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Nous passons maintenant donc à la question épineuse du financement, puisqu'on parlait de gouvernance et de toute la relance, mais tout ça nécessite un financement et c'est quand même la question de comment la Covid change-t-elle le visage du financement. Un débat animé par Ristel Chounan, rédactrice en chef adjointe de la Tribune Afrique. À tout de suite.